Bienvenue dans la deuxième partie du cours sur les troubles spécifiques des apprentissages qui parlera donc de l'intervention. Je rappelle rapidement les objectifs du cours. Le premier, vous devrez comprendre votre place dans l'accompagnement des enfants présentant un trouble spécifique des apprentissages. Aussi, je l'espère, grâce à ce cours, vous reconnaîtrez votre spécificité en tant qu'ergothérapeute dans un contexte qui est pluridisciplinaire. Pour rappel, quand on parle de TSAP, on parle bien d'un trouble spécifique des apprentissages qui est soit avec déficit de la lecture, avec déficit de l'expression écrite ou avec déficit du calcul. Rappelez-vous aussi que ces troubles-là sont fortement associés entre eux et sont aussi fortement associés avec d'autres troubles du neurodéveloppement ou un trouble du langage oral. La rééducation prioritaire, puisque c'est ça qui nous occupe finalement, quels sont les besoins de ces enfants-là. La rééducation prioritaire des enfants présentant un TSAP, forcément, on parle de langage, la rééducation prioritaire, c'est l'orthophonie. Donc cette orthophoniste, finalement, elle va réaliser une rééducation fonctionnelle de plusieurs domaines. La lecture, si le déficit est en lecture, l'expression écrite si le déficit est en expression écrite, et le calcul si le déficit est en calcul. La rééducation orthophonique, elle se réalise une ou plusieurs fois par semaine, et surtout elle se réalise aussi en fonction du niveau de sévérité des troubles. C'est-à-dire que plus la sévérité des troubles est importante, plus le suivi orthophonique sera potentiellement important, et les actions seront elles aussi importantes. Donc quand on est face à un enfant qui présente un trouble spécifique des apprentissages, il y a souvent une orthophoniste ou un orthophoniste qui agit en rééducation. Et surtout, comme on est sur un trouble spécifique des apprentissages, ce qu'il faut, c'est de la différenciation pédagogique. Nous y reviendrons un peu plus loin. Mais alors finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous, en tant qu'ergothérapeute, pour permettre à ces enfants-là euh, de gagner en autonomie, de gagner en efficacité dans leur scolarité? Notre objectif va être de permettre aux enfants d'accéder aux apprentissages. Alors, quand on dit ça, on dit tout et rien en même temps. L'accès aux apprentissages pour un enfant scolarisé, il prend plusieurs formes. Déjà, un enfant, il doit être en capacité de comprendre ce qui lui est adressé par l'enseignant. Donc, la notion de compréhension, normalement, tout va bien chez un enfant présentant un TSAP. Il n'y a pas de déficience intellectuelle, il n'y a pas de raison qu'il ne comprenne pas les notions qui lui sont transmises. Oui, sauf quand ces notions sont écrites. Puisque, rappelez-vous, l'enfant présentant un trouble spécifique des apprentissages a des difficultés en lecture, quand son trouble est avec déficit de la lecture. Donc si les informations qu'il doit connaître sont écrites, qu'il a un trouble de la lecture, qui potentiellement a une lecture qui est lente, potentiellement il n'a pas accès au sens de ce qu'il lit, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est possible d'ailleurs qu'il accède aux apprentissages? Donc notre rôle, il va être de se questionner sur quel impact ces troubles, son trouble va avoir sur sa scolarité, mais surtout qu'est-ce qui va être impossible, qu'est-ce qui va être restreint, et comment on va pouvoir faciliter son accès aux apprentissages. Donc la lecture, effectivement, mais aussi la retranscription du savoir, puisque il ne s'agit pas seulement d'écrire quand on est à l'école, il s'agit de produire un écrit dans lequel il y a des notions qu'on a pu apprendre au préalable pour restituer ce qu'on a pu apprendre. Aussi, pour l'accès aux apprentissages, il faudrait être en capacité de restituer oralement ou à l'écrit pour être évalué. Enfin, quand on parle d'accès aux apprentissages, on parle aussi des devoirs à la maison. Beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes lorsqu'ils doivent faire leurs devoirs, et des enfants avec un trouble spécifique des apprentissages qui ne sont pas en capacité d'accéder à la lecture peuvent se retrouver en très grande difficulté pour réaliser leurs devoirs. Imaginez-vous ne pas être en capacité de comprendre la consigne que vous êtes en train de lire. Comment vous pouvez réaliser l'exercice? Donc il ne s'agit pas de pénaliser l'enfant qui n'a pas fait l'exercice. Il n'a pas eu les moyens de faire l'exercice.
Parlons maintenant de celui qui a un déficit de l'expression écrite. Il est peut-être capable de lire la consigne, mais sera-t-il capable de répondre aux exigences de la consigne en passant par l'écrit? Peut-être pas. Donc ces éléments-là, il faut être en capacité de les appréhender, et ça peut être notre rôle en tant qu'ergothérapeute de déterminer finalement comment on va permettre à l'enfant d'accéder aux apprentissages. Bien pour ça, il va falloir déterminer les besoins. Est-ce que les besoins sont, on va dire, simples, mineurs? Est-ce que le degré de sévérité est bas dans les troubles et dans les répercussions de ces troubles? Quand c'est cette situation qui est prioritaire, on va peut-être plutôt être dans un format de conseil, d'information, d'orientation pour faciliter la scolarité de l'enfant, et pas nécessairement dans la mise en place de matériel ou de support. Deuxième possibilité d'action, on va mettre en avant le besoin d'aménagement scolaire. Donc on verra ensemble de quoi on parle quand on parle d'aménagement scolaire. Dernière possibilité, on va pouvoir avoir un rôle sur l'adaptation de l'environnement. Concrètement, on va pouvoir évoquer ce qu'on appelle le matériel pédagogique adapté. Comment, grâce à des adaptations de l'environnement, on va faciliter la participation de l'enfant dans sa scolarité. Je vous propose d'abord de parler de notre rôle dans l'information, le conseil ou l'orientation. Il faut savoir que quand on parle de troubles spécifiques des apprentissages qui a un impact sur la scolarité, on va mobiliser de nombreux acteurs, notamment le milieu scolaire, potentiellement ce qu'on appelle la MDPH, donc la maison départementale pour les personnes en situation de handicap, potentiellement des professionnels, et donc il existe aujourd'hui un jargon qui va avec tout ça, qui peut être un peu compliqué à appréhender, donc on va commencer à s'y projeter ensemble, et puis si vous voulez en savoir plus au cours de régulation, je répondrai à vos questions sans aucun problème. Mais l'idée, c'est pas de faire de chacun d'entre vous des spécialistes du parcours de scolarité de l'enfant en situation de handicap. L'idée, c'est que vous puissiez avoir des petites bases, et à partir de ces bases, que vous puissiez construire d'autres enseignements ou d'autres savoirs en allant faire vos recherches de votre côté ou en côtoyant des personnes qui seront en capacité de vous fournir les informations. Donc, quand on travaille avec des enfants qui présentent un TSAP, en tant qu'ergothérapeute, on va faire partie de ce qu'on appelle l'équipe éducative. L'équipe éducative, finalement, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui interviennent autour de l'élève, donc ses parents, l'établissement scolaire, donc son enseignant ou ses enseignants s'il est au collège ou au lycée, le médecin scolaire ou médecin de l'éducation nationale ou l'infirmière scolaire. Souvent, nous sommes invités à ces équipes éducatives qui, du coup, se réunissent une fois par an. Et l'idée de cette équipe éducative, c'est finalement de poser sur du papier les besoins dans la scolarité de l'enfant. Donc, c'est une manière de ne pas mobiliser trop de moyens, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de, par exemple, monter un dossier MDPH, il n'est pas nécessaire de mobiliser des financements. Là, l'intérêt, c'est de trouver immédiatement des solutions pour faciliter la scolarité de l'enfant. Et pour ça, l'équipe éducative, elle peut se réunir. Elle peut se réunir et décider que, par exemple, cet enfant, il ne devrait pas être dans une classe ordinaire. Il devrait peut-être avoir plus de soutien et bénéficier d'un accompagnement plus différencié, dans une classe Ulysse, par exemple. Ou dans une autre classe ou dans un IME, dans un CESAD, peu importe, en fonction de ses besoins. Mais pour qu'on puisse décider de cette orientation, il faut qu'il y ait une discussion entre les professionnels de l'éducation, la famille et les professionnels de santé. À ce moment-là, nous, notre rôle, ça va être de définir les besoins de l'élève. Finalement, par rapport à ce qu'on sait, par rapport au bilan qu'il a réalisé, aux évaluations qu'il a réalisées, par rapport à ses diagnostics, par rapport à notre évaluation, comment l'enfant peut être scolarisé pour accéder aux apprentissages. Donc là, on est vraiment dans un rôle où on va être finalement un conseiller au sein de cette équipe éducative, mais on va aussi être un partenaire de chacun des intervenants dans cette équipe éducative, puisqu'il ne s'agit pas de dire « moi j'ai raison et vous avez tort ». L'idée de cette équipe éducative, c'est de créer un débat, une discussion autour des besoins de l'élève et de définir vraiment par rapport à sa scolarité comment on fait pour la rendre accessible.
Au cours de ces équipes éducatives, on va parler des apprentissages dans les différentes matières. On va aussi parler du travail à la maison, des devoirs, de l'organisation, du temps qui est pris, de l'impact sur la sphère familiale. Et potentiellement, on va mettre en avant le fait que des aménagements scolaires sont nécessaires, ou, et parfois c'est ou, ces aménagements scolaires devront être accompagnés parfois de matériel pédagogique adapté. Donc c'est finalement un premier pas vers l'adaptation de la scolarité de l'élève. Ici, je vous ai mis ce texte sur lequel je me suis appuyé pour vous expliquer tout ça. C'est un texte qui date un petit peu, il date de 2014, mais qui a été établi par la CNSA. Il faut savoir que la CNSA rédige les guides pour la MDPH, donc c'est un super support à aller chercher. Je vous ai mis la référence sur le diapo si vous voulez un peu en savoir plus par rapport à tout ça. Il faut savoir qu'on est quand même sur un milieu qui est compliqué à appréhender, puisque on a très peu de notions à la sortie de l'école d'ergo sur ce qu'est une MDPH, à quoi elle sert, sur comment on facilite la scolarité des enfants en situation de handicap. Et c'est très compliqué, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a beaucoup d'acronymes, et effectivement, ici, je pose un pied dedans, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez le droit d'aller télécharger le guide d'appui qui a été rédigé par la CNSA en décembre 2014. Il est facile à trouver sur Internet et il est en libre accès, bien entendu. Je vous ai dit que c'était quelque chose de compliqué, l'inclusion scolaire, et donc on va rester sur cette notion d'équipe éducative. Donc dans cette équipe éducative, on va ensuite déterminer si des aménagements scolaires sont nécessaires. Les aménagements scolaires, on va les rédiger, on va les poser, on va s'accorder dessus, et on va créer ce qu'on appelle un plan. Alors, pour l'instant, on va parler juste d'un plan, d'accord ? Et sur l'infographie que vous voyez sur le diaporama, vous voyez bien qu'il existe plusieurs plans. Il existe plusieurs plans en fonction des besoins. Donc, le plan le plus fréquent, c'est le plan d'accompagnement personnalisé, le PAP, qui doit concerner des enfants avec des troubles des apprentissages, donc ceux qui nous concernent dans la présentation du moment. Et les aménagements sont réalisés sur proposition du conseil de classe ou à la demande de la famille. C'est-à-dire que ici, l'équipe éducative, elle n'est pas indispensable à la constitution du PAP. C'est la première pièce à poser quand on a un enfant qui est repéré soit dans un parcours diagnostique, soit qui a déjà son diagnostic mais qui n'a pas encore d'aménagement. La première chose à faire, c'est un PAP. Le PAP, il va permettre de définir quels aménagements, quelles adaptations pédagogiques vont faciliter la scolarité de l'enfant, vont lui permettre d'accéder aux apprentissages. Donc le PAP, il nécessite ni reconnaissance MDPH, ni reconnaissance d'un tiers. Il suffit juste que la famille ou les enseignants disent cet enfant, il a des difficultés, on les reconnaît, elles sont persistantes, il faut mettre en place des solutions pour l'aider. Ensuite, on va avoir d'autres plans. Alors, je ne vais pas forcément tous les reprendre, mais une fois qu'on a un PAP, très souvent, ce qui va être fait, c'est que le PAP ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir des besoins matériels ou il va y avoir des besoins plus importants où les enseignants ne vont pas mettre en place les aménagements qui sont demandés, et donc l'enfant va rester en difficulté. Et si l'enfant reste en difficulté, il faut trouver d'autres solutions. Et comme on cherche d'autres solutions, on va mobiliser d'autres acteurs. Et quand on arrive dans cette situation-là, on va passer du PAP au PPS. Ce PPS, il veut dire quoi ? Il veut dire qu'on est reconnu en situation de handicap. Que la famille a saisi la MDPH à l'aide d'un dossier MDPH dans lequel il y a un ensemble de documents, notamment des documents scolaires, des documents médicaux, et que la MDPH a dit oui, cet enfant relève de nos services, relève d'un PPS, et effectivement, les aménagements scolaires sont indispensables. À ce moment-là, dans le cadre d'un PPS, on peut très bien demander à ce qu'il y ait du matériel, à ce qu'il y ait une aide humaine, à ce qu'il y ait des aménagements pédagogiques peut-être plus importants que ceux présents dans le PAP, à ce qu'il y ait aussi une orientation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la MDPH peut dire, écoutez, cet enfant, il devrait être accompagné d'un CESAD. Il devrait avoir une équipe qui se déplace en milieu scolaire pour accompagner l'enfant et les différents professionnels de la scolarité. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux. Les autres plans concernent moins les enfants dont je vous parle maintenant.
Mais en tout cas, il faut savoir que première pièce à poser, c'est le PAP. Donc là, c'est entre l'école et la famille. Deuxième pièce à poser, c'est le PPS. Et ce PPS, il ne peut être constitué, valorisé qu'une fois le dossier MDPH réalisé par la famille. C'est un dossier qui est long, qui est fastidieux à remplir. Vous aurez, pour ceux qui travailleront en pédiatrie, sûrement à accompagner les familles dans ce processus-là. Donc c'est important d'avoir un peu en tête les différents schémas. Et surtout, là, on commence à s'avancer sur un niveau d'aménagement ou de matériel pédagogique. Donc on voit vraiment le fait que les enfants peuvent avoir des besoins différents et que ces besoins peuvent changer au fil du temps. Un enfant peut très bien s'en sortir avec un PAP tant qu'il est à l'école primaire parce qu'il y a un seul intervenant, il a une seule maîtresse et cette maîtresse, elle s'adapte à ses besoins. Par contre, quand il va arriver au collège, qu'il y aura plusieurs enseignants qui ne s'adapteront pas forcément tous, potentiellement, ce PAP ne sera plus suffisant. Donc, il faut avoir en tête qu'on peut mobiliser de plus en plus de ressources, ou en tout cas, on peut en demander, c'est pas forcément accepté, mais on peut les mobiliser pour pouvoir obtenir du matériel, pour pouvoir obtenir une aide humaine qui permettra de compenser les difficultés de l'enfant. Alors maintenant, je voulais vous parler spécifiquement des aménagements scolaires quand on parle de troubles spécifiques des apprentissages. Il ne s'agit pas de faire une liste des différents aménagements scolaires. Il en existe des tas et j'ai même envie de dire que je fais une erreur en vous présentant cela puisque très logiquement, quand vous faites une préconisation d'aménagement scolaire, vous le faites au regard de la situation. C'est-à-dire, vous vous adaptez à l'enfant qui est face à vous, à ses besoins, à ses ressources, à ses forces, à ses faiblesses, mais aussi aux tâches qui lui sont demandées, aux exigences que l'environnement a envers lui, et au contexte dans lequel il doit réaliser ses tâches. Donc finalement, ce tableau, il a très peu d'intérêt, à part vous montrer des exemples. Donc, on va faire colonne par colonne. La première, on va reparler de l'enfant avec déficit de la lecture. Finalement, comment on peut l'aider avec des aménagements pédagogiques. Première chose, fournir des supports de lecture qui sont adaptés. Alors, ça va vous surprendre, mais tous les enfants avec des déficits de la lecture n'ont pas le même intérêt pour les supports visuels, c'est-à-dire que certains auront besoin d'un découpage syllabique avec le début du mot en rouge, la fin en bleu, par exemple. D'autres auront besoin d'un interligne plus important, d'autres auront besoin d'une police spécifique. Et à ce jour, en tout cas, il n'y a aucune étude qui démontre qu'une seule manière de faire fonctionne. Donc il y a plein de polices spéciales dyslexiques qui ont été créées. Moi, les enfants que j'accompagne, cette police-là ne leur convient pas, donc ils sont en capacité de le dire, donc je peux m'appuyer sur leur témoignage. Mais il faut savoir qu'il y a plein de manières d'adapter un support pour faciliter la lecture d'un enfant, et le mieux, c'est potentiellement de lui demander ce qu'il préfère et de construire l'adaptation avec lui. Deuxième chose qui va être importante, offrir une lecture par un tiers. Donc l'enfant qui est mauvais lecteur, qui n'aura pas forcément accès au sens et qui va prendre beaucoup de temps à déchiffrer, ce qui va être peut-être le plus intéressant pour lui, c'est d'avoir un tiers qui lit à sa place. Ici, on est sur un aménagement qui ne nécessite pas forcément de recruter une AVS, donc une assistante de vie scolaire, donc une personne qui est là pour faciliter la scolarité. La lecture par un tiers, ça peut être offert par l'enseignant, par le camarade de classe, celui qui est juste à côté. Et ce n'est pas un aménagement qui est coûteux. Donc, c'est un aménagement qu'il faut pouvoir proposer. Troisième chose, il faudrait être en capacité de fournir une lecture systématique des consignes. Et quand ce n'est pas possible, il faut au moins s'assurer que l'enfant ait compris la consigne. Donc ça peut être un code sur la table avec c'est vert quand tu as compris la consigne, c'est rouge quand tu ne l'as pas compris, pour que l'adulte puisse venir en aide à l'enfant. Ensuite, il y a ce fameux tiers-temps. Alors ce tiers-temps, il est plutôt bien connu. Donc le tiers-temps, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on offre un temps supplémentaire à l'élève qui a ces difficultés-là pour qu'il puisse réaliser la même tâche que les autres. Alors très souvent en milieu scolaire, c'est compliqué à mettre en pratique parce qu'il y a un agenda à respecter, il y a un planning à respecter. Ce que beaucoup d'enseignants font, ils suppriment un des exercices et ils offrent le même temps à l'enfant. Donc il y a plusieurs manières de voir le tiers-temps. Maintenant, ce qui est important de prendre en compte, c'est que la plupart des enfants que moi je rencontre dans ma pratique, si vous leur fournissez un support sur lequel il y a 5 exercices et que vous leur dites « tu n'en fais que 4, le 5e, c'est pas grave, tu ne noterai pas », eux, quand ils vont voir leur devoir, ils vont faire les 5 exercices.
Et donc, si on part du principe que l'enfant doit faire un exercice en moins, on ne le montre pas sur la fiche, puisque sinon ça induit soit un échec de sa part, t'as pas réussi à aller jusqu'au bout, ou soit ça le motive à en faire plus, et finalement l'aménagement n'a plus de sens. Dernier aménagement qui est important pour l'enfant avec déficit de la lecture, c'est de ne pas le faire lire devant les autres. Hein, imaginez-vous, vous déchiffrez encore un texte, vous êtes au collège, il y a toute la classe qui attend sur vous pour obtenir la lecture de la consigne, pour obtenir la lecture d'un texte. Il n'y a rien de plus dramatique que d'être mis en difficulté devant tous ses camarades, à un âge où en plus les enfants sont assez durs avec eux et avec les autres. Donc c'est important de préserver, on va dire, l'estime de soi de ses enfants et d'éviter de les mettre en situation d'exposition, de vulnérabilité. On va parler maintenant des aménagements pédagogiques qui concernent les enfants qui présentent un déficit de l'expression écrite. Donc rappelez-vous, les enfants qui font des fautes régulièrement, qui ont une syntaxe assez pauvre, qui vont potentiellement avoir une lenteur d'écriture. Donc les aménagements qu'on va pouvoir proposer, le premier et le plus important, c'est déjà ne pas sanctionner les fautes d'orthographe. C'est dramatique, un enfant qui fait tous les efforts possibles pour pouvoir écrire les mots correctement et qui n'y arrive pas, il n'y a rien de pire que de lui mettre une mauvaise note ou de le sanctionner verbalement parce qu'il a fait des fautes. Hein. Il a fait tout ce qu'il a pu et malgré ça, il a fait des fautes. Ben voilà, c'est pas grave. On ne le sanctionne pas. De toute façon, il n'apprendra pas mieux parce que vous l'avez sanctionné. Donc ça, c'est important de positionner cet aménagement-là rapidement quand on parle de déficit de l'expression écrite. Ici, on est avec des enfants qui sont normalement, s'il n'y a pas de troubles associés, plutôt à l'aise avec le langage oral. C'est plutôt leur point fort. Donc, potentiellement, pour les interroger, pour qu'ils restituent le savoir, la bonne option, c'est de passer par l'oral. Donc, typiquement, plutôt que de proposer un devoir et de lui faire compléter le devoir sur la fiche, peut-être que ce qui va être plus intéressant, c'est qu'il soit en train de communiquer la réponse à un adulte qui prendra note à sa place. Ce qui est important aussi, c'est de limiter la quantité d'écrits, donc d'autoriser des réponses courtes. Ça évite aussi qu'il y ait trop de fautes. Donc plutôt que de faire systématiquement des phrases, on peut tolérer les réponses en 2-3 mots, si c'est possible. On offre encore une fois un tiers-temps, puisqu'ici, il y a souvent une lenteur d'écriture qui est associée du fait qu'ils réfléchissent beaucoup à l'orthographe des mots. Et enfin, encore une fois, on évite de mettre l'enfant en situation d'échec devant toute sa classe, et donc on évite de le faire lire et de le faire écrire au tableau ou sur des supports communs, là où les autres pourraient se moquer de lui. Derniers aménagements qu'on pourrait mettre en place, donc pour l'enfant avec déficit du calcul, première chose, un enfant qui a des difficultés à appréhender la notion de calcul, ça paraît évident, permettre l'utilisation d'une calculatrice. Ne pas pénaliser aussi les chiffres à l'envers, le manque de lisibilité de ces calculs. Permettre l'utilisation d'aide-mémoire. Donc quand je parle d'aide-mémoire pour les calculs, ça peut très bien être une table de multiplication, ça peut être un support aussi pour faciliter la pose d'addition, des choses comme ça. On peut encore une fois offrir un tiers-temps, notamment pour tout ce qui concerne l'arithmétique et les mathématiques, et éviter de faire résoudre des calculs à l'enfant devant toute la classe, encore une fois, pour éviter les moqueries. Ça paraît bateau. Donc vous l'avez vu, les aménagements, ils peuvent être très nombreux, ils peuvent être très variés. Encore une fois, cette liste, elle n'est pas exhaustive, elle ne vaut pas référence, elle n'est même pas sourcée. Ça, c'est simplement du bon sens par rapport à ce que ces déficits engendrent. Mais dans la réalité de terrain, et j'espère que là, vous l'avez compris, ces enfants ont rarement seulement un TSAP avec déficit de la lecture ou un TSAP avec déficit de l'expression écrite. C'est souvent des troubles qui sont associés. Et donc, c'est rarement aussi simple que des aménagements comme cela. C'est pourquoi il est assez régulièrement nécessaire de mettre en place ce qu'on appelle des adaptations de l'environnement. Donc, ces adaptations de l'environnement, finalement, de quoi on parle? Alors, j'ai choisi de les distinguer en deux catégories. Les adaptations low-tech, donc qui ne nécessitent pas de technologie, qui sont peu chères et qui ne sont pas électroniques. Donc, première chose, des guides d'aide à la lecture. Ce type de barre peut permettre à certains enfants de lire plus rapidement, notamment
parce que la ligne qui doit être lue est mise en couleur. Ça, c'est un élément qui est facile à mettre en place. On peut faire des essais tout simplement pour voir si ça aide l'enfant. Ça lui permet potentiellement d'avoir accès à la lecture d'un support qui n'est pas adapté en utilisant un outil qui peut stocker dans sa trousse ou dans son cartable. Une autre adaptation low-tech, notamment pour ceux avec des troubles de l'expression écrite, un dictionnaire tout simplement. Quand vous avez des difficultés pour orthographier les mots, peut-être que ce qui est à favoriser, c'est qu'on puisse permettre à l'enfant d'aller chercher le bon orthographe de ce mot. La problématique qu'on peut avoir avec l'usage d'un dictionnaire, c'est qu'il faut quand même être capable de savoir comment s'écrit le début du mot, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment avec les EN, AN ou des éléments comme cela. Donc parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, ça peut être un support intéressant à avoir dans la classe pour l'enfant avec un trouble spécifique des apprentissages présentant un déficit de l'expression écrite. Et pour celui qui présente un déficit du calcul, il existe ce type de support qui peut être utilisé. Donc ça, c'est un support qui peut être utilisé de manière numérique ou sur un format papier. L'idée ici, c'est d'offrir une manière à l'enfant d'organiser son calcul. Très régulièrement, je rencontre des enfants qui sont en difficulté dans la pose d'addition, sur la pose de la plupart des calculs de toute façon, mais ils sont la plupart du temps en difficulté, surtout pour organiser les nombres. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette structuration par couleur, ils vont avoir tendance à additionner n'importe quel nombre de la ligne du haut avec celle de la ligne du dessous, et avoir beaucoup de difficultés à se repérer dans leurs calculs. L'usage de ces couleurs peut permettre de faciliter ce repérage et donc la résolution de l'addition. Donc on est ici sur des supports qui sont faciles à mettre en place, qui ne coûtent rien et donc qui sont des aménagements qui sont plutôt raisonnables. Maintenant, très souvent, ces adaptations ne sont pas suffisantes et c'est pour ça qu'on va utiliser des adaptations qui sont plutôt dites high-tech. Donc les adaptations high-tech, il en existe plusieurs et c'est de plus en plus reconnu aujourd'hui dans l'éducation nationale. D'abord, on va parler des outils. Alors, les outils, quand on parle d'adaptation high-tech, on parle d'un ordinateur ou d'une tablette tactile. Ça peut être aussi aujourd'hui utilisé en milieu scolaire pour réussir à prendre ses notes, à constituer son cours, à obtenir une lecture, par exemple. En plus de l'ordinateur, on peut utiliser ce qu'on appelle un scanner de poche. Donc, c'est la photo que je vous ai mise sur la droite. Donc un scanner de poche, c'est soit une règle scanner, soit une souris scanner. Donc la souris que vous voyez sur la droite, elle est en train de scanner la carte qui est sur le support. Et vous voyez très bien que cette carte est en train d'apparaître sur l'écran. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir avoir un support papier en format numérique. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir manipuler ensuite ce support de manière numérique. C'est-à-dire que potentiellement, avec certains logiciels, on va pouvoir modifier le support, on va pouvoir obtenir sa lecture, on va pouvoir le placer dans une leçon, et finalement on va pouvoir organiser l'ensemble de son cours sur son ordinateur grâce à cet outil-là. On peut aussi utiliser comme outil un casque ou un micro, donc là vous allez comprendre avec les logiciels qu'on va citer tout à l'heure qu'il est fort probable qu'un enfant avec un déficit de la lecture ait besoin d'une lecture vocale, donc d'utiliser un outil qui lui permette d'entendre le texte qu'il a surligné plutôt que de le lire lui-même. Donc pour ça, il faut un casque. Et pourquoi un micro ? Bien parce que parfois, certains enfants ont besoin de pouvoir parler pour ne pas avoir à faire de fautes d'orthographe. Et donc l'usage du micro permet d'obtenir, à l'aide d'une synthèse vocale, une production écrite qui est lisible et avec très peu de fautes d'orthographe. Autre outil que l'élève peut avoir besoin d'utiliser en milieu scolaire, c'est un porte-livre, donc c'est ce que je vous ai mis juste en dessous. Alors pourquoi un porte-livre ? C'est pas forcément un gadget, mais très souvent les enfants, en tout cas à l'école primaire, ont des activités de copie à faire et c'est beaucoup plus coûteux de faire de la copie en regardant son écran, puis en regardant sa table quand le support est posé sur la table, plutôt que de regarder son écran et le livre posé sur le porte-livre. Parce qu'on ne change pas de plan visuel et que pour se repérer, ça va être donc beaucoup plus facile. Donc le porte-livre, c'est pas un truc à négliger et ça peut être assez facilitant pour certains enfants.
Dernière chose, dans les outils, bien évidemment, on parle quand même d'enfants qui potentiellement ont des troubles associés type TDC ou TDAH. Et donc, il est essentiel que les outils technologiques qui leur sont fournis, qui ont un coût, soient protégés, donc une housse de protection au minimum. On reste sur les adaptations de l'environnement, les adaptations high-tech, mais cette fois-ci, on va rentrer un peu plus dans les machines. Et donc, on va parler des logiciels. Quand on parle des logiciels, il faut savoir que les logiciels, on les raisonne en fonction des besoins de l'enfant. Donc, on ne va pas surcompenser les difficultés en mettant des tas de logiciels, alors qui sont très sympas sur le papier, hein, mais l'idée, c'est de ne pas faire gadget, hein. Il faut que les logiciels qu'on propose, ils soient en cohérence par rapport aux besoins de l'enfant. Donc, il en existe beaucoup. Moi, j'ai choisi de les catégoriser par domaine. Donc, on va commencer par parler des prédicteurs phonétiques ou orthographiques. Ici, on est typiquement sur une compensation d'un enfant avec un déficit de l'expression écrite qui ne sait pas orthographier un mot. On voit bien l'exemple en haut à droite. Il y a écrit déguisé pour déguiser. Et donc, l'enfant écrit déguisé. Et sur la partie droite de son écran apparaissent les mots qui sont en cohérence par rapport à ce que lui a écrit. Potentiellement, on peut y associer une image si l'enfant a aussi un trouble de l'expression, un trouble de la lecture, pardon. L'image va permettre de capter son regard sur le bon mot et il va obtenir aussi un retour vocal, donc ça va lui permettre de consolider le bon orthographe au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel. Donc Lexibar, qui est l'exemple qui vous est montré en haut à droite, est un logiciel qui aujourd'hui coûte assez cher, mais qui est très très bénéfique pour les enfants présentant un TSAP avec déficit de l'expression écrite et qui est très paramétrable. Donc c'est vrai que c'est assez sympa à utiliser pour les enfants puisque souvent c'est une très très bonne solution pour eux. On va parler maintenant des correcteurs d'orthographe. Dans les correcteurs d'orthographe, on va retrouver par exemple le petit Robert, ça correspond au dictionnaire qui existe en papier mais en format numérique, ou un logiciel comme Antidote qui s'ajoute au logiciel de traitement de texte. Donc là, typiquement, encore une fois, l'enfant avec déficit de l'expression écrite, il trouvera forcément un intérêt. Maintenant, il existe aussi des logiciels de traitement de texte qui sont aujourd'hui assez variés, hein, Word, LibreOffice, OpenOffice, il en existe plusieurs, sur lesquels on va pouvoir placer des extensions. Alors, je vous ai mis un exemple juste en bas à droite. Vous avez l'extension du Cartable Fantastique, donc c'est un téléchargement gratuit qui se fait sur le site de l'association du Cartable Fantastique. Et en fait, on va ajouter à la barre standard de LibreOffice plusieurs fonctions. Il y a une fonction lire, une fonction écrire, une fonction maths, une fonction langue, une fonction histoire et une fonction physique-chimie. Donc ces fonctions, elles vont permettre à l'enfant d'accéder à d'autres fonctionnalités dans son logiciel de traitement de texte pour pouvoir compenser ses difficultés dans l'ensemble de ces matières. Donc, en plus, on peut avoir un renforcement, notamment du correcteur orthographique, lorsqu'on utilise ce type d'extension. Enfin, il existe d'autres logiciels qui vont permettre à l'enfant de compenser ses difficultés. Des logiciels qui sont plus spécifiques aux mathématiques ou à la géométrie, avec notamment un logiciel que vous devez connaître, puisque maintenant il fait partie du programme, enfin ça fait un moment maintenant qu'il fait partie du programme classique du collège, GeoGebra, donc c'est un logiciel de géométrie qui va permettre à l'enfant de construire, de faire ses constructions géométriques sur un format numérique et de ne pas avoir à gérer la manipulation des outils scolaires, mais aussi la notion de mesure, de distance et de nombre. Dernière catégorie de logiciels dont je voulais vous parler, c'est les logiciels de modification de PDF. Donc il existe par exemple un logiciel qui s'appelle PDF Editor qui est totalement gratuit et qui vous permet de compléter un PDF. Donc là, on se projette sur une utilisation scolaire. Un enfant qui utilise une souris scanner, qui scanne sa carte de géographie et qui souhaite pouvoir la compléter comme n'importe lequel de ses camarades, en utilisant ce logiciel, il pourra écrire dessus, mettre des couleurs, entourer, souligner, encadrer. C'est assez important comme logiciel, ça permet beaucoup de choses. Donc je vous invite à aller faire des petites recherches si ça vous intéresse.
Mais alors vous allez me demander comment mettre en place ces outils de compensation. Alors c'est pas évident, il n'y a pas de bonne réponse. On cherche encore tous de la littérature là-dessus parce que finalement on demande aux ergothérapeutes de prendre cette décision, mais on a été qualifié un peu de spécialiste de cette question-là, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, sûrement parce qu'on est spécialiste effectivement de la compensation, de l'adaptation de l'environnement, mais on est souvent le seul décisionnaire, en tout cas le seul à être mobilisé sur ces questions-là. On nous demande notre avis pour déterminer si l'enfant a besoin d'un ordinateur. Donc, j'ai pas trouvé dans la littérature de manière de faire, euh, de manière officielle de faire, avec des recommandations, avec des ressources bien spécifiques. Donc, je vais vous partager ma manière de fonctionner, qui n'est forcément pas parfaite, mais qui fonctionne plutôt bien dans mon quotidien professionnel. Donc, la première chose à faire, c'est d'évaluer les besoins. Déjà, qu'est-ce que l'enfant a besoin de compenser? Est-ce qu'il y a réellement un trouble spécifique des apprentissages? Est-ce que c'est le langage écrit qui doit être compensé? Est-ce que c'est le langage oral? Est-ce qu'en plus de ça, on a un trouble de l'attention, des difficultés d'organisation? Un enfant avec un trouble de l'attention, un trouble spécifique des apprentissages qui utilise un prédicteur orthographique type lexibar avec 10 mots qui apparaissent en même temps à chaque fois qu'il tape une lettre, c'est pas forcément le meilleur outil de compensation qu'on va pouvoir envisager pour lui. Donc c'est important déjà de connaître l'enfant, d'évaluer ses besoins en compensation et d'identifier vraiment ce qu'il doit compenser. Est-ce qu'il doit compenser son écriture? Est-ce qu'il doit compenser sa lecture? Et de trouver l'adaptation la plus cohérente par rapport à ses besoins. Au-delà de la cohérence, ce qui est indispensable aussi, c'est de proposer des aménagements qui soient raisonnés, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer, et raisonnables. C'est-à-dire que quand on est face à une famille qui n'a pas de moyens ou qui a très peu de moyens euh, et que l'enfant doit pouvoir poursuivre sa scolarité, il ne s'agit pas de faire des préconisations avec des logiciels qui coûtent 200 euros, voire avec des versions en abonnement. Donc c'est à vous aussi d'être le plus pertinent possible dans votre préconisation par rapport au contexte de l'enfant, de sa famille et de l'école. Deuxième point qui est important, c'est d'évaluer le niveau de l'enfant avec un ordinateur. Finalement, si on met en place, si on souhaite mettre en place des outils de compensation avec un matériel pédagogique adapté, un ordinateur, une tablette, il faut faire des essais. Donc il faut évaluer l'enfant avec un clavier, potentiellement avec une tablette s'il a l'habitude d'utiliser une tablette. Mais il faut évaluer sa vitesse de frappe notamment, si l'objectif c'est qu'il compense sa production écrite. Il faut évaluer sa vitesse d'écriture avec un clavier. Et pour ça, il existe un test qui s'appelle l'EVIC, évaluation de la vitesse de frappe au clavier. Cette évaluation, elle est en libre accès sur Internet, vous la trouvez très facilement. Elle se réalise en peu de temps puisque c'est 3 épreuves de 5 et 3 minutes. Enfin, c'est 2 épreuves de 5 minutes, une épreuve de 3 minutes. Et ça va permettre de déterminer un peu le niveau de base de l'enfant. Est-ce qu'il a déjà une vitesse de frappe qui est équivalente à sa vitesse d'écriture? Est-ce que sa vitesse de frappe, elle est vraiment très très basse? Est-ce qu'elle est plutôt OK par rapport à son expérience? Tout ça, il va falloir être en capacité de le déterminer. Aussi, on va s'assurer que l'enfant, il est motivé dans cette démarche de compensation. Est-ce que toi, t'as envie de changer de matériel pour écrire? Est-ce que tu as envie d'utiliser un ordinateur? C'est des questions qu'il faut poser à l'enfant, puisque si ça ne l'intéresse pas, s'il n'est pas motivé par ça, il n'y aura aucun engagement de sa part dans l'apprentissage, et votre projet, il tombe à l'eau d'office. Donc là, il suffit de mener un entretien avec l'enfant, avec sa famille, de mettre en avant l'intérêt de la compensation. Et le fait de réaliser des essais, souvent, c'est très facilitant, puisque l'enfant, il peut se rendre compte à quel point il a accès au langage écrit facilement s'il utilise les bons moyens pour produire de l'écrit. Ensuite, on s'assure de la faisabilité du projet. Pour cela, on vérifie qu'au niveau du contexte scolaire, l'usage des outils de compensation est possible et envisageable. Si ça ne l'est pas, on essaie de lever les freins qui sont souvent bien ancrés dans certains établissements scolaires, mais toujours en ayant en tête que potentiellement, ils n'ont pas d'expérience avec un élève qui a un ordinateur, ils ne savent pas forcément comment accompagner ces élèves-là, et donc potentiellement, ça sera à vous de les informer sur comment ça fonctionne et pourquoi l'enfant en a besoin. Enfin, on s'assure que ce qu'on propose comme projet
soit en cohérence avec les exigences qui sont les exigences d'aujourd'hui, mais aussi celles de demain. Je vais m'expliquer. Dans ma pratique, ça m'est arrivé de rencontrer des enfants qui étaient en milieu ordinaire, de mettre en avant leurs besoins qui étaient assez importants et de dire, bah, écoutez, si cet enfant doit poursuivre une scolarité en milieu ordinaire, il faut qu'il puisse utiliser un ordinateur avec tel et tel logiciel. Lors de la réunion annuelle avec l'école, donc l'année qui a suivi le moment où j'ai mis en avant les besoins, on a eu une discussion sur son orientation. Et au moment de cette discussion sur l'orientation, je comprends bien que tout le monde autour de la table, parents y compris et enfants y compris, ne souhaite plus poursuivre en milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait une demande d'orientation dans un établissement spécialisé dans lequel les outils de compensation n'auront plus forcément d'intérêt. Les exigences de demain ne correspondront plus au projet qui a été proposé à la famille. Donc typiquement dans cette situation, c'est pas forcément cohérent de poursuivre la mise en place des outils de compensation. Peut-être que ce qui va être intéressant, c'est de réfléchir à comment dans sa structure spécialisée, les apprentissages pourront être différenciés pour qu'il y ait accès sans utiliser de moyens de compensation. Donc tous ces éléments-là, il faut être en capacité de les appréhender et c'est assez compliqué. Ça paraît simple sur le papier, on peut se dire ben il a un trouble de la lecture, on va mettre ça et ça en place. Non, c'est un peu plus compliqué que ça puisque déjà on travaille avec des enfants qui ne sont pas forcément prêts à avoir un matériel pédagogique adapté avec eux. Ils n'en sont pas encore à un stade d'acceptation, en tout cas pas de manière systématique. Parfois, c'est le milieu scolaire qui est réfractaire. Parfois, c'est pas cohérent par rapport aux exigences. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Et il faut avoir en tête que ce processus, il doit être mené pour qu'on puisse être sûr que les outils proposés soient en cohérence. Donc, vous terminez le processus par des essais. Si vous vous dites qu'il faut qu'il utilise un prédicteur orthographique, on fait un essai de prédicteur orthographique au préalable et on vérifie que ça fonctionne. Ensuite, si le projet a du sens, qui correspond aux exigences, à la motivation de l'enfant et aux intérêts de tout le monde, on va faire ce qu'on appelle un apprentissage de l'utilisation de l'outil de compensation. Et on va aller jusqu'à l'accompagnement de la mise en place du matériel en milieu scolaire, puisque ça doit être ça l'objectif quand on parle d'enfants avec troubles spécifiques des apprentissages qui sont en difficulté dans leur scolarité. Donc on va réaliser un apprentissage, et un des préalables à l'apprentissage de l'utilisation de l'ordinateur en milieu scolaire, c'est l'apprentissage du clavier, puisque finalement, peu importe les besoins de l'enfant, à partir du moment où il utilise un ordinateur en milieu scolaire, il faut qu'il soit aussi en capacité de produire un texte en utilisant ses doigts et son clavier. Donc pour ça, on va proposer un apprentissage du clavier assez systématiquement pour l'enfant qui utilise un ordinateur. Et il y a des petites choses à savoir à ce sujet. Déjà, il n'y a pas de lien entre le nombre de doigts qu'on va utiliser sur le clavier et la vitesse de frappe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser ces 10 doigts, comme pourraient le faire des dactylos ou des secrétaires, pour obtenir une vitesse de frappe qui soit suffisante, qui soit équivalente à une vitesse d'écriture manuscrite. Donc, première chose à savoir, ça a une grande influence. Alors là, comme ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais demain, vous accompagnez un enfant avec qui vous devez mener cet apprentissage, d'avoir cette information, ça vous permet de savoir déjà qu'il n'y a pas d'obligation à ce qu'il utilise tous ses doigts. Donc, on se détend, on l'autorise à utiliser peut-être seulement les doigts qu'il souhaite utiliser, et on met en pratique un apprentissage qui soit en cohérence avec cette information. Je dis ça parce que pendant très longtemps, avant que des études apparaissent sur cette question, des ergothérapeutes apprenaient aux enfants à utiliser un ordinateur et un clavier en utilisant leurs 10 doigts. En fait, on leur apprenait comme on apprenait à des personnes qui voulaient faire le travail de secrétaire à utiliser un clavier d'ordinateur. Sauf qu'on est avec des enfants, déjà, première notion. Et deuxième point, souvent on est avec des enfants qui ont des troubles associés à ce trouble spécifique des apprentissages. Potentiellement un trouble moteur, potentiellement des difficultés de coordination, ou des troubles de l'attention. Donc potentiellement des gros freins à une introduction du clavier avec une frappe à 10 doigts. Donc attention, demain dans votre activité professionnelle, si c'est avec ce public-là que vous voulez exercer, il n'y a vraiment aucun intérêt à les obliger à utiliser leurs 10 doigts. Ça va sûrement même d'ailleurs être plutôt un frein à leur autonomie avec le clavier. Deuxième point à avoir en tête, l'apprentissage de l'utilisation du clavier est plus simple et plus rapide
que l'apprentissage de l'écriture. Ça, c'est beaucoup plus facile d'appuyer sur une touche que de former une lettre avec un sens, avec des liens, avec des liaisons. Donc effectivement, ça va aller beaucoup plus vite d'apprendre à un enfant à utiliser un ordinateur, enfin utiliser un clavier d'ordinateur plutôt qu'à utiliser un stylo pour écrire. Autre point, il sera important au moment de l'apprentissage du clavier d'introduire très rapidement des mots courants, des syllabes qui reviennent fréquemment dans la langue française. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut créer ces schémas moteurs pour que l'enfant il sache que le AUX ou le EAU, ça se fait avec ces doigts-là, dans cet ordre-là, et qu'il puisse automatiser ce qu'on appelle la frappe au clavier. Dernier point, et c'est peut-être un des gros bémols dans l'introduction de ce type de support et d'aide à la scolarité pour les enfants présentant un trouble spécifique des apprentissages. On sait aujourd'hui que l'écriture à la main est plus efficace que la frappe au clavier pour développer des compétences langagières, orthographiques, syntaxiques. Donc effectivement, un enfant en CP, CE1, CE2, il y aurait quand même peu d'intérêt à lui proposer de passer immédiatement à l'ordinateur, même si vous repérez des grosses difficultés dans plein de sphères différentes. Ayez en tête que il faut en passer par l'écriture à un moment pour développer des capacités orthographiques et langagières. C'est pas systématiquement et c'est pas toujours nécessaire, mais en tout cas, c'est un élément qu'il faut connaître. Alors, vous allez me demander, est-ce qu'il existe des méthodes d'apprentissage du clavier? Alors, encore une fois, dans la littérature, on retrouve des programmes d'entraînement avec un nombre de semaines, avec des professionnels en particulier. On ne retrouve malheureusement pas de méthode spécifique évoquée dans la littérature. Donc j'ai choisi de vous présenter des logiciels d'apprentissage de la frappe au clavier. Donc je vous les présente, j'en présente 3. Donc le premier que je vais présenter, c'est celui qui est en bas à droite, qui s'appelle Rapid Typing. Donc là, on est sur un logiciel de dactylo pour les enfants, donc où vous voyez, il y a des repères visuels, il y a le clavier en bas, il y a les lettres qui arrivent en haut. On peut paramétrer l'entraînement, on peut organiser l'entraînement comme on veut, comme on le souhaite. Alors ça a de l'intérêt d'utiliser ce logiciel puisqu'il est gratuit et il permet par exemple d'être installé sur l'ordinateur familial pour que les entraînements se réalisent à la maison plutôt qu'au cabinet. Néanmoins, l'évolution des séances qui sont préprogrammées est assez discutable. Il n'y a pas d'implication du langage, donc ça n'a pas toujours du sens. Et surtout, il y a beaucoup de distractions visuelles. Vous voyez que là, l'écran, bon, même s'il est paramétrable, il y a énormément de choses qui s'y trouvent. Deuxième logiciel qui est très fréquemment utilisé dans des cabinets d'ergo, c'est le logiciel Tape-Touche. Donc, c'est celui qui est tout en haut et au milieu. Ce logiciel, il fonctionne un peu comme le premier que je vous ai présenté, sauf que là, on a un peu moins de saturation visuelle, de couleurs. Bien sûr qu'on peut mettre en plein écran, mais encore une fois, pas d'association du langage dans l'entraînement, c'est uniquement des lettres, une succession de lettres et d'espaces. Le troisième logiciel que je voulais vous présenter, il vient d'être créé par une ergothérapeute, Christelle Ortiz, qui a créé sa propre méthode d'apprentissage du clavier en se basant déjà sur son expérience. Ça fait un moment qu'elle travaille avec ces enfants-là. Et sur ses intérêts, puisqu'elle est passionnée d'informatique. Et donc, elle a créé une méthode d'apprentissage du clavier qui commence avec des lettres en papier et qui finit avec un logiciel sur lequel on a pas mal de possibilités, notamment celle de faire des reproductions de mots, de faire des activités assez ludiques avec un clavier. Donc c'est une méthode qui est hyper intéressante, qui est beaucoup plus efficace, en tout cas moi je l'utilise et j'en suis très content puisque ça permet aussi, si les parents souhaitent investir dans le logiciel, d'avoir un entraînement à la maison. Mais en dehors du logiciel, la pédagogie qui est accompagnée, qui a été introduite par Christelle Ortiz dans la méthode FastiLord10 est assez intéressante et très efficace. Voilà. Donc, on clôture la partie intervention sur les troubles spécifiques des apprentissages sur des moyens de compensation. C'est très volontaire puisque c'est là qu'est notre rôle, en tout cas à l'heure actuelle, auprès de ces enfants-là. Donc j'ai été jusqu'à vous présenter les méthodes d'apprentissage du clavier.
Et je vous invite vraiment à aller regarder un peu les différents logiciels qui existent. Ils sont présents dans le diaporama, je vous les ai évoqués. Donc, le cartable fantastique, le logiciel Dragon Naturally Speaking pour la dictée vocale. Il existe aussi un logiciel qui s'appelle Disvocal, PDF Editor. Tous ces logiciels-là, vous pouvez aller un peu les regarder. Ils sont intéressants au regard de la population dont on parle aujourd'hui, mais ils peuvent avoir une grande pertinence auprès d'autres populations, adultes, en euros. Euh, L'utilisation de Dragon, moi j'ai déjà introduit ce logiciel avec des adultes qui avaient des paralysies et qui ne pouvaient plus se déplacer, qui ne pouvaient plus écrire et qui voulaient avoir accès à la production de mails, par exemple. Donc il faut avoir en tête que ces logiciels, c'est pas, je vous les présente, mais ils ne sont pas uniquement dédiés à la population dont on parle ici. Et lors de notre rencontre pour le cours de régulation, on prendra le temps, si c'est nécessaire, de faire des essais sur certains logiciels qui sont payants. Euh, donc pas tous, parce que je ne peux pas amener tout avec moi. Mais en tout cas, on prendra le temps de discuter des outils de compensation et de la démarche aussi de compensation, puisque vous l'avez compris, ce n'est pas la seule solution, hein. Il y a d'autres choses à faire peut-être au préalable. Et n'hésitez pas aussi, si certains sont passés par ces différentes étapes et si certains veulent faire un partage d'expérience, n'hésitez pas à le faire, ça sera très enrichissant pour vos collègues. Donc je vous laisse noter encore une fois vos questions. J'espère que les troubles spécifiques des apprentissages sont maintenant plus clairs pour vous. J'espère surtout que vous avez réussi à repérer votre rôle auprès de ces enfants-là parce que c'était ça l'objectif de ce cours. Et j'espère aussi que si demain vous vous retrouvez en stage en pédiatrie auprès de cette population, vous vous ajusterez peut-être mieux à leurs besoins par rapport à la compréhension que vous en avez aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce cours. On se retrouve bientôt et merci pour votre attention.